Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans cet épisode des Courir Mieux rencontres, j'ai l'honneur de recevoir un athlète aux performances exceptionnelles, Thomas Cardin. Thomas est membre de la team Trail Keep Run et a récemment marqué l'année 2024 en remportant successivement le Trail du Ventoux, les championnats d'Europe de trail et le 23 km du marathon du Mont Blanc. Connu pour sa discrétion et son humilité, Thomas Cardin construit sa carrière sportive avec patience et régularité. Il est aujourd'hui classé 19e meilleur athlète au monde avec un UTMB index de 912 et 10e meilleur au monde avec une cote ITRA de 923, faisant de lui le meilleur français dans ces deux classements. Dans cette interview, je vous propose de découvrir la philosophie qui guide ses performances impressionnantes. Thomas nous partage sa vision de la performance, son approche de l'entraînement avec Philippe Propage à ses côtés et entre les sentiers de Chambéry et ceux de Grenoble, et ses secrets pour une progression régulière et durable. Thomas souhaite être, je cite, « une petite flamme qui gagne doucement en puissance et dure longtemps plutôt qu'un feu d'artifice éphémère ». Et c'est cette sagesse que je vous propose de découvrir dans cette interview. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, patience. Salut Thomas, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Tu vois, il fait beau. Cet été, c'est pas facile de trouver du beau temps, donc on va se satisfaire de ça, de la belle météo. On est 4 jours après ton arrivée, ta victoire, sur le 23 km du marathon du Mont Blanc que tu as remporté, et tu m'accordes du temps et tu accordes du temps également à mes auditeurs, donc je te remercie beaucoup qu'on se retrouve ici. On a la chance, comme tu dis, il fait beau de pouvoir enregistrer en extérieur à Grenoble, donc on est à la maison dans les meilleures conditions possibles. Je te propose de commencer cet épisode avec une question assez basique, assez simple pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Qui es-tu ? Quel âge as-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et pour l'instant, est-ce que tu peux mettre un petit peu de côté le monde sportif au profit de toi, Thomas, qui tu es ? Oui, pas de problème. Du coup, je m'appelle Thomas Cardin, j'ai 29 ans. Voilà, je suis marié avec une superbe femme. Non, avec mon épouse qui participe beaucoup dans ma vie, qui participe beaucoup surtout pour trouver mon équilibre. Voilà, je suis père d'une petite fille aussi qui a 2 ans. Et puis, voilà, j'habite à Chambéry maintenant, même si Grenoble, ça reste un peu la maison, comme tu dis, ville de cœur, j'y ai habité longtemps. Voilà. Et aussi, je suis du coup athlète semi-professionnel, puisque je travaille encore, j'ai un métier à mi-temps. Je suis professeur des écoles à mi-temps. Donc ça, cette année, c'était l'organisation, je travaillais le jeudi et le vendredi des semaines en temps scolaire. Voilà, sinon, je crois que je ne vais pas rajouter grand-chose en dehors de l'aspect sportif. C'est déjà pas mal comme présentation. Une question que je me pose, juste là, tu viens de dire que tu continues le travail à mi-temps. Alors je rentre un peu cash dans le sujet, est-ce que c'est un choix financier ? Est-ce que c'est un choix par plaisir, parce que ce métier te passionne et que tu voulais le conserver ? Comment tu as placé ce curseur en fait, pour maintenir ton activité, là où d'autres sportifs, des fois, font le choix de complètement arrêter et de se dédier 100% à la carrière sportive ? C'est vraiment un choix qui est lié à plusieurs raisons. Il n'y en a pas une qui est prépondérante sur les autres. L'aspect financier, certes. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, mes contrats m'ont jamais permis de vivre correctement. Enfin, ça permet... Non, pas correctement, voilà. J'arriverai pas à dégager un SMIC avec mes contrats financiers. Et je suis pas à la recherche de dégager un SMIC avec mes contrats financiers, que je cherche pas particulièrement plus de sponsors qu'actuellement. Le deuxième aspect, c'est que... voilà, le sport, c'est un truc qui est assez tourné vers toi, vers auto-centré un peu, et j'aime bien l'idée de faire une autre activité qui soit tournée vers les autres pour conserver un peu voilà, un équilibre dans pas toujours être tourné vers sa propre personne, mais aussi un peu vers les autres. J'aime beaucoup le métier de professeur des écoles, qui est un métier qui est un peu dans le service, dans le social, etc. C'est un métier qui me correspond et j'aime bien travailler avec les enfants, donc tu vois, ça fait encore un troisième argument. Et puis le quatrième, c'est que voilà, je fais pas d'ultra trail, donc ma pratique sportive actuelle, en entraînement, c'est entre 10 et 15 heures, plus le kiné, les étirements, enfin tous les à côté. Bon, ça fait une 20aine d'heures par semaine. Voilà, ça fait encore pas mal d'heures de journée qui sont assez dispo. Et c'est vrai que je préfère les occuper plutôt que les passer à rien faire. Il y en a certains qui en profitent pour faire beaucoup de communication. En fait, je pense que pas mal de sportifs, ils sont à mi-temps sportifs et à mi-temps communicants.
Moi, la communication, c'est pas un truc dans lequel je me reconnais beaucoup. Je m'épanouis pas dedans. Donc, je fais le minimum syndical et je préfère continuer ce métier de professeur des écoles. Ouais, super clair, j'aime beaucoup ta réponse. Une question que je me posais, c'est est-ce que tu as une autre passion dans la vie que le trail et la course à pied? Quelque chose qu'on voit pas, par exemple, sur les réseaux et qui te passionne? Oui, j'en ai pas mal. Vraiment, je suis un gars passionné de plein de choses. Je vais lister, mais c'est pas forcément dans cet ordre. C'est d'abord la cuisine et la bouffe. Moi, c'est grosse passion pour ça. J'adore cuisiner, j'adore manger. C'est un vrai plaisir de découvrir des nouveaux goûts, etc. Ça me prend pas mal de temps. Ensuite, la lecture. Je lis énormément, beaucoup de romans, surtout des romans. Et ça me prend pas mal de temps dans mes journées. C'est aussi une façon pour moi de récupérer. Ça fait partie entière de mon processus de récupération. Souvent, je fais moins de sieste, mais je lis pas mal. Et après, la nature sous toutes ses formes, donc pas mal de jardinage. J'aime bien jardiner, mais tout ce qui est passer du temps en nature, je suis hyper intéressé, la cueillette. Chaque année, je fais les champignons, les fleurs, faire sécher des fleurs pour des tisanes, bon, tout un tas de trucs comme ça. Voilà, c'est les trois passions à côté de la course à pied. Ok, et ça fait directement la transition avec les 3 petites questions qui viennent clôturer ce portrait un peu général de toi, et je vais en rajouter une. Je vais me permettre, je commence par celle-ci. Quel est ton plat préféré? Si tu dois en retenir un, toi qui viens de nous dire que tu étais fin gourmet. Tu es de Grenoble, donc le gratin dauphinois est directement peut-être en haut de la liste. Non. Alors là, quand on me demande de choisir, je suis très indécis dans ma vie. Notamment, par exemple, au restaurant ou à plein d'autres endroits, c'est toujours dur de se faire un choix. J'ai pas de plat préféré. Il y a des choses que j'aime manger à certains moments. Mais bon, je sais pas, les crêpes, j'aime beaucoup les crêpes. C'est le petit plat réconfortant quand ça va pas, des crêpes. Très bon choix. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un film préféré? Un film qui t'a marqué et que peut-être les auditeurs auraient envie de voir? Les films, pas trop. C'est un truc que je vais plus trop au cinéma et j'ai pas d'abonnement à des services de vidéos à la demande, Netflix ou quoi. Du coup, je regarde très peu de films et très peu de séries. Tu vois, j'ai pas en tête un truc qui me... Est-ce que tu as un livre préféré ou un livre qui t'a particulièrement marqué dans tous ceux que tu as pu lire? Ouais, les livres, en revanche, c'est plus facile. Si je dois conseiller des trucs qui m'ont beaucoup plu... plutôt des sagas, la saga de Daniel Pénac, la saga Malocène, que j'aime beaucoup. C'est plutôt de l'humour. Voilà. Après, pour ceux qui sont plus fantastiques, la saga du livre sans nom, que j'aime, qui est aussi très, très drôle. Qu'est-ce que j'aime aussi moi, dernièrement, un livre qui m'a bien plu, je me souviens plus l'auteur, mais voilà, pour ceux qui aiment bien un peu la fantaisie et les mondes un peu inventés, Gagner la guerre, c'est un livre un peu dans un monde fantaisie qui se passe un peu au moment du Moyen-Âge. Beaucoup aimé, c'était un des livres que j'ai lu le dernier mois. Ça fait 3 belles recommandations. Et la dernière du genre, est-ce que tu as une musique ou un artiste préféré qui peut-être t'accompagne sur les runs ou pas du tout? En termes de musique, j'écoute pas trop de musique pendant que je cours. Des fois, je mets les écouteurs, mais c'est surtout pour les footings, en fait. Quand le coach met 1 heure footing et que, par exemple, il fait moche ou que j'ai pas envie d'y aller, des fois, là, je mets les écouteurs. Mais c'est assez rare. J'écoute pas trop ni musique ni podcast. En revanche, en termes de musique... j'ai pas pas de préférence particulière, mais j'écoute vraiment beaucoup de choses différentes, que ce soit du rock, du rap, du jazz. Ça dépend de l'humeur, vraiment, ça dépend beaucoup de l'humeur. C'est fantastique, YouTube Music ou Deezer, enfin les sites comme ça t'envoie. Tu me choisis une musique et ça t'envoie sur des playlists avec plein de trucs. C'est quand même quelque chose que j'utilise pas mal. Ouais, ça c'est vrai que c'est quand même bien fait. Thomas, je te remercie pour ce portrait un peu généraliste que tu viens de nous faire de toi, de ta présentation. Je te propose qu'on passe un peu plus sur ton parcours de trail. Alors je prends ma petite fiche parce que ton palmarès commence à s'allonger et je voulais être sûr de ne pas me tromper. Déjà, tu es de la team Keep Run depuis 2024. Tu as changé récemment. Avant, tu étais avec un autre équipementier qui était Oka, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, donc, tu es team Keep Run. Et tu as un autre partenaire qui est Cities, un réseau d'autopartage. Tu es entraîné par Philippe Propage. Tu es la 3e personne que je reçois qui est entraînée par Philippe.
Il y a quelque chose qui est un peu impressionnant dans ton palmarès. Tu as un UTMB index à 910, c'est-à-dire que tu es dans les 20 meilleurs index au monde, et tu as une cote ITRA à 922, c'est-à-dire que tu es le 11e meilleur cote ITRA au monde. Donc je me suis permis de regarder ça. Oui, ce qui est étonnant, c'est que je suis pas abonné à ITRA et du coup, j'ai découvert ça quand tu m'as envoyé le papier, là. Je connaissais mes cotes, mais je ne savais pas ce que ça représentait. J'aime bien les chiffres, donc je me suis rendu compte de ça. Dans le classement, tu es la 11e meilleure cote ITRA au monde, donc généralement, c'est la preuve que quelqu'un court pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est un bon début, on va dire. J'ai noté une première course en 2017, le Grucian Phébus Trail, où tu fais 5e. Puis, ce qui est vraiment, je trouve vraiment intéressant, pareil, j'ai regardé avec ton ITRA, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as une augmentation linéaire de tes performances, constante, progressive, douce mais progressive depuis que tu as commencé le trail, entre une cote à 871 et 922 aujourd'hui, et juste étape par étape, tu as construit ta carrière. Tes meilleures performances sont aujourd'hui sur des formats qui sont entre 40 et 70 km, je dirais à peu près, mais de toute façon, je crois que tu n'as jamais fait plus que 80 en compétition, on va revenir un peu plus tard dessus. En performance notable, j'avais noté une première victoire en 2017 sur l'hivernal des Templiers, vainqueur du Trail du Ventoux 2022 et 2024 cette année, après une belle bataille avec Thibaut jusqu'à la fin. Je crois que j'ai gagné une autre édition du Trail du Ventoux. Mais alors, je crois que c'est 2021. J'ai dû gagner 2021, 2022 et 2024. Donc j'ai raté une victoire au Trail du Ventoux. Tu as fait 5e à l'OCC 2022, premier de la Saint-Élion 2021, 2023, et en 2022, tu fais 2e derrière Andrew Simon, qui est également un des trailers de plus haut niveau qui existe aujourd'hui. Il y a quelques jours, tu viens de faire une victoire aux 23 km du Mont Blanc. Et une autre info que je trouve intéressante, c'est que tu as un seul DNF, je crois, à ce jour, les Templiers 2021. J'en ai plusieurs à mon actif. Ils ne sont pas tous comptabilisés. L'année dernière, j'ai pris le départ de Sierzinal. Voilà, j'ai arrêté Sierzinal au bout de la montée. Et puis après, d'autres petites courses par-ci, par-là, surtout dans mes débuts. J'ai dû en arrêter deux. Un Grand-Duc de Chartreuse en 2016 et un 10 km autour de Grenoble en 2015. Des choses où j'étais pas du tout préparé et des erreurs j'avais pas vraiment commencé le trail à ce moment-là. Une dernière particularité, je trouve, dans ton profil, c'est une participation régulière aux épreuves, aux courses fédérales. T'as été, en 2023, t'es premier au championnat de France et 16e au championnat du monde sur format court. T'étais plutôt sur ce format en 2023. En 2024, t'as été 3e au championnat de France format long et premier au championnat d'Europe. Et tu as 2 sélections en équipe de France, c'est ça? C'était ma 5e sélection. En fait, si tu veux, sur cette participation aux championnats fédéraux, c'est un peu aussi c'est une histoire qui se déroule en plusieurs parties, mais en fait, moi je suis venu au trail par un club, c'est le Taillefer Trail Team, qui est un club autour de Grenoble, et qui est un club exclusivement de trail. Et ils sont venus, c'est le président François qui m'a appelé un jour en 2016 et qui m'a dit viens participer au championnat de France en 2016. Je lui ai dit pas trop intéressé, j'avais pas trop le temps, je faisais plein d'autres choses à côté. Et en 2000, il m'a rappelé un peu plus tard, il m'a convaincu de prendre une licence, d'où ma première course à Gruissan, qui est dans le sud de la France. Et c'est ce club qui m'a amené à faire d'abord des courses des niveaux national. C'était ma participation, j'ai fait pendant 2 ans le Trail Tour National, TTN, qui aujourd'hui a disparu. Et du coup, aussi avec ce club, participer au championnat de France. Mes premiers championnats de France, c'était en 2017. Et depuis 2017, j'ai ramé dans les Vosges. Depuis 2017, j'ai participé à toutes les éditions, chaque année à toutes les éditions de championnat de France, sauf en 2018 où j'étais blessé, je crois. Et en fait, c'est aussi parce que, c'est d'abord par ce club qui m'a amené à la course à pied, pour qui c'est important de faire les championnats de France. Ensuite, il y a une deuxième raison, c'est que de par mon activité professionnelle, donc je bénéficie du statut de sportif de haut niveau qui me permet d'avoir un mi-temps à l'école. Pour être sportif de haut niveau actuellement en trail, donc sur les listes ministérielles, il faut avoir des critères de sélection, et ces critères, ils sont exclusivement liés à la participation aux championnats fédéraux. Donc, être champion de France suffit pas, mais en revanche, il faut faire des places en championnats internationaux. Et comme il faut se qualifier pour un championnat international, à chaque fois, je participe au championnat de France. Voilà, après, j'aime beaucoup l'idée de championnat de France. Ça me parle vraiment. C'est de beaux championnats de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Et je trouve que c'est intéressant aussi que si on voit l'évolution, je trouve, entre 3-4 ans en arrière et aujourd'hui, il y a
ça a changé. Il y a de plus en plus de sportifs de trail qui jouent le jeu, qui s'y intéressent. Les championnats aussi ont un peu changé dans le calendrier, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de chevauchement, avec d'autres gros événements où certains athlètes veulent être. Donc je trouve que c'est assez intéressant cette évolution dans le temps. Une question que je voudrais te poser, c'est en fait, j'ai pas réussi à cerner ton passé sportif. Comment est-ce que tu es arrivé au trail? Qu'est-ce que tu faisais avant de courir avec le trail, la team Taillefer Trail? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais gamin, beaucoup de sports différents, j'ai un peu tout testé. Mais le truc qui est resté quand même longtemps, c'est la natation. J'ai commencé la natation très tôt et je me suis entraîné quand même pas mal jusqu'à mes 17 ans quand j'ai quitté Grenoble pour partir en études. Donc beaucoup de natation. Quand même, ce qui m'a marqué un petit peu, c'est en plus de la natation, j'ai toujours participé à l'association sportive du collège et du lycée. Et au collège, j'ai eu un prof génial, Jean-Philippe Raguin. Je pense qu'il n'écoutera pas, mais je le croise encore. Il est super. On est potes, c'est cool. Et Jean-Philippe, il est arrivé sur le collège et il a eu l'idée de créer une association sportive, sport de pleine nature. Et donc, on faisait du VTT pendant le premier trimestre, du ski de fond pendant le deuxième, et puis multisport pendant le troisième trimestre. C'était courses d'orientation, aviron. On faisait plein de choses différentes. Et c'est la première fois où j'ai été emmené vraiment en pleine nature, enfin, autrement qu'avec mes parents qui m'ont quand même pas mal emmené faire de l'escalade, de la rando et tout. Mais voilà, et j'ai pris du plaisir à découvrir avec lui plein de sports différents dehors. Et ça m'a sûrement, je pense, construit dans l'idée d'en faire du sport outdoor. Et après, donc à 17 ans, j'ai arrêté la natation en partant à Paris pour mes études. Et là, je me suis concentré sur mes études. J'ai pas trop fait de sport, sauf en dilettante, un peu de course à pied. Parce que c'est le sport familial. Bon, mes parents font de la course à pied, mais footing, hein, très régulièrement. Ils en font 2 fois par semaine. Du coup, je faisais avec eux le footing du dimanche. Et donc, j'ai commencé un peu à courir à Paris comme ça pour rester en forme. Et puis, j'ai chopé le virus. Voilà, là aussi, à Paris, j'ai rencontré une coach. Je faisais l'association sportive et la coach Pascal, j'ai fait 1 an ou 2 de piste avec elle. Bon, c'était vraiment de la découverte, hein. Et puis ensuite, rencontré à Paris aussi des amis qui m'ont emmené faire du trail à Fontainebleau. Et à partir de là, j'ai chopé le virus. Une construction autour déjà des sports d'endurance. Là, le moyen de locomotion a changé, mais globalement, tu étais dans les sports d'endurance depuis le début. Est-ce que toi, tu identifies dans ta carrière sportive, qui, je trouve, s'étoffe, se densifie beaucoup ces dernières années, est-ce que tu identifies un moment, un virage sportif, quelque chose qui a fait une bascule entre ce que c'était avant et ce que c'est aujourd'hui? J'ai l'impression qu'en termes de performance pure, autour de 2021-2022, il y a eu quelque chose. Mais est-ce que toi, tu identifies autre chose? C'est peut-être même pas lié à la perf? Oui, je pense, moi, vraiment, il y a les choix que j'essaye de faire, j'essaie de les faire dans la durée. Parce que je ne crois pas tu vois, à l'éclair de génie. Moi, je crois vraiment au travail qui paye et aux décisions qui, en prenant son temps, elles vont porter des fruits dans la durée. Mais ce que tu as trouvé là en 2021-2022, c'est le moment où j'ai décidé de passer à mi-temps. Et donc, dans un premier temps, c'était une décision de couple, hein, parce que c'est vrai que j'ai pris cette décision et j'étais payé qu'à mi-temps. Du coup, ça fait que depuis 1 an là où je bénéficie de plus de privilèges de la part de l'éducation nationale, mais pendant 2 ans, c'était des choix de famille et d'être payé que 800 € par mois pour faire le mi-temps de prof. Et donc, c'était 2021, je crois, la rentrée 2020. Ça devait être autour de 2021, je me souviens plus. Ça fait 3-4 ans. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce qui a changé, c'est pas ma quantité d'entraînement, mais plus la quantité de récupération. Voilà, je m'entraîne pas plus qu'avant. Je m'entraîne même autant. Peut-être un peu différemment, mais surtout, je me repose beaucoup plus. J'ai du temps pour me poser, dormir, voilà. Donc, je pense que la bascule a été vraiment là, et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire. Ce que je t'ai dit au début, j'ai pas particulièrement envie de passer à 100%. Aujourd'hui, mes performances, elles parlent d'elles-mêmes, ça fonctionne. Voilà, je préfère conserver l'équilibre que j'ai actuellement. J'aime énormément ce que tu as dit au tout début de ta réponse, à savoir que pour toi, c'est des choix et des constructions sur le long terme qui font qu'on progresse. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas du tout une critique envers qui que ce soit, ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, il y a des fois beaucoup la
la méthode miracle, ou ça va vous faire progresser en 1 an. Ça va vous faire progresser en 6 mois, vous aurez des meilleurs perfs. Et en fait, moi, ma vision, en tout cas d'entraîneur, là, je mets la casquette d'entraîneur, c'est non, ça prend des années de voir exactement comme toi, petit à petit, d'année en année, voir les progrès augmenter. Les scores de course, ils oscillent autour, mais ce qu'on regarde, c'est le niveau moyen et on voit que ça progresse et ça prend vraiment du temps, de la confiance avec l'entraîneur. Par exemple, avec Philippe, t'as pas commencé il y a 6 mois. Ça prend du temps à s'installer et c'est un processus qui est long, quoi. Kylian disait trace de process, c'est peut-être. Oui, alors je connais pas toutes les phrases de Kylian, mais je sais pas s'il voulait dire ça, mais ben, je pense que oui, Kylian, tu vois, depuis le début, il s'entraîne depuis très tôt, et puis c'est plus, je pense pas qu'il y ait un moment où il est explosé. Tu vois, je suis pas entraîneur, mais c'est vraiment quelque chose que j'essaye de transmettre aux jeunes quand on est en équipe de France. C'est que c'est un sport où en fait il faut prendre le temps. Et c'est pour ça qu'il faut être très passionné, parce que si t'es pas passionné, bah, ça dure 6 mois, 1 an, et puis après tu te lasses. Et vraiment, c'est un sport qui est dur aussi pour ça, je pense. C'est pas parce que les courses sont dures, c'est pas parce que l'entraînement c'est dur. C'est que pour progresser, il faut faire ça pendant des années. Dernier rebond là-dessus, mais j'avais eu la chance d'avoir une conférence quand j'étais étudiant en STAPS de quelqu'un qui participait à l'entraînement de Jimmy Gressier, pas Jimmy Gressier, Christophe Lemaître. Et il disait, là on commence un cycle d'entraînement pour qu'il soit performant dans 6 ans. Donc dans d'autres sports, c'est complètement acquis que le haut niveau et l'amélioration des perfs, c'est pas maintenant. Et il disait, là on a les JO dans 2 ans, pour lui, on sait qu'il sera pas performant, mais ce qui compte, c'est ce qui sera dans 4 ans, dans 6 ans. Donc encore 4 ans après les JO dans 2 ans. Et bah ça s'est pas passé comme espéré, mais dans d'autres sports, on a très bien cette vision qu'il faut 6 ans. Donc ouais, je pense qu'il faut le transférer des fois à ce qu'on fait nous. Oui, après, tu vois, dans le cyclisme actuel, on voit des jeunes qui débarquent et qui explosent tout. Après, ce qui est peut-être un peu différent, c'est que dans le cyclisme actuel, ils commencent peut-être très tôt l'entraînement et ils atteignent leur niveau un niveau de performance exceptionnel plus jeune. C'est vrai que le trail, c'est un sport d'endurance où je pense que même si il y a maintenant les gens sont peut-être que les athlètes sont de plus en plus jeunes, mais globalement, c'est la moyenne d'âge, elle est assez élevée. Donc, je pense que c'est aussi lié à ça. Aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit il y a 4-5 ans, c'est que les meilleurs, ils avaient autour de 30 ans. Aujourd'hui, j'ai autour de 30 ans et je fais partie des meilleurs. Et c'est vraiment, c'était le projet, même si on ne sait jamais si ça va porter des fruits, si ça va réussir. Voilà, je me suis juste fixé cet objectif et j'étais très, très rigoureux pendant toutes ces années d'entraînement. Une question que je vais te poser, c'est justement, tu viens de transitionner d'une team vers Kiprun. Pourquoi ce choix ? C'est quoi les principales raisons qui t'ont amené à vouloir changer ? Là, plusieurs raisons encore. Déjà, il y a 1 an de ça, j'imaginais pas changer de sponsor. C'est-à-dire que ça fait depuis mes débuts dans le trail que j'étais sponsorisé par Oka. J'appréciais les produits, j'appréciais la team, j'étais bien entouré. Et puis là où quand j'ai décidé en 2021 de passer à mi-temps, Oka aussi décidé de s'aligner pour me permettre de vivre de ça, et sans que j'aurais demandé préalablement ça, donc c'était un peu après coup. Donc il y a vraiment une belle reconnaissance pour cette marque qui m'a fait grandir. En revanche, c'est vrai que ça faisait 2 années que je me posais des questions. Voilà, je les ai pas forcément évoquées, je comptais continuer comme ça, c'était bien. Et l'élément déclencheur, c'est un appel de Thierry Breuil, le manager de la team Kiprun, qui m'a appelé, qui m'a dit je voudrais te parler d'un projet, et qui m'a vendu un projet qui m'a fait vibrer dès le départ. Il m'a proposé un projet dans une marque avec des valeurs qui me correspondaient beaucoup mieux que celles de Oka. Et du coup, moi, courir en adéquation avec mes valeurs, c'est hyper important. Il m'a surtout, tu vois, des valeurs de famille, de team familial, avec vraiment de l'amitié dedans, mais aussi de la performance, et aussi les valeurs d'une marque qui était tournée vers le grand public, rendre accessible le sport au grand public. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Décathlon, et je l'ai connu tout petit, cette valeur de Décathlon, et ça me plaisait bien. L'idée aussi de contribuer à ma façon à développer des produits, rôle que j'avais absolument pas chez Oka. On m'a proposé de faire partie du process de développement des nouvelles chaussures et aussi de tout l'équipement. Et donc là, je suis en plein dedans actuellement, et c'est magique parce que pour une fois, comme je te disais, le sport, c'est centré sur toi. Et là, aujourd'hui, ma performance personnelle, mes expériences personnelles, tout mon passé sportif et ce que je vis actuellement dans le sport, ça me permet de
de le rendre accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire que les chaussures qui vont sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, etc., elles auront ma petite touche, elles auront mon apport, et pour moi, c'est important. Ça me permet de me sentir utile. La troisième chose, c'est la valorisation de ma performance. Thierry m'a proposé de valoriser beaucoup plus ma performance par rapport à Oka, en augmentant mes contrats, surtout en augmentant mes primes de course, voilà, et en me faisant confiance sur le fait d'être un peu tête d'affiche de cette équipe masculine. Voilà, c'est vraiment en me faisant confiance, voilà, en aussi médiatisant, en décidant de médiatiser un peu plus mes résultats. Et du coup, ça pour un athlète, depuis le début de l'année, depuis le début de l'année 2024, je me sens bien dans ma peau, parce qu'à chaque fois que je perf, à chaque fois, Decathlon est content, à chaque fois, il médiatise, et à chaque fois, il y a des retours sur, même si c'est rien, je ne cours pas pour l'argent, il y a un retour d'argent sur ce que je fais, et derrière, je sais que la marque comprend que c'est utile pour elle et tout. Et ça participe à un équilibre assez intéressant. Je me sens bien dans la marque actuelle. Du coup, ce choix de changer de marque, il a été un peu compliqué parce que au bout de 6 ans, sans trop se poser de questions, il a fallu prendre une décision. Et puis là, je pense que j'ai pris la bonne décision. J'en parlais très récemment avec un collègue, mais c'est une réalité, le fait qu'en tant que sportif, courir, c'est ton métier, et au plus tu arrives à le valoriser, on a parlé plusieurs fois en filigrane un peu de monétisation, de comment tu vis, etc. Mais je pense que c'est vraiment super important, parce que des fois, ce sujet, il passe un peu... on s'en rend pas bien compte, et du coup, je trouve ça trop cool qu'on puisse l'aborder là dans notre échange. Tu vois, un exemple tout simple qui m'est arrivé aujourd'hui. Pour Oka, j'ai gagné plein de courses. J'ai vraiment gagné beaucoup de courses. La plupart de celles que tu as dit avant, je les ai gagnées sous le maillot Oka. À part mon titre de champion d'Europe et le Ventoux 2024, pas souvent, même très rarement, Oka m'a dit bravo ou merci. Et jamais, à part les primes qui étaient... Il y a un pigeon qui est très intéressé. C'est pas grave, il écoute ce que tu as à nous raconter. Et jamais j'ai eu une prime plus haute que ce qui était fixé par le contrat. Aujourd'hui, Thierry il m'a appelé, il m'a dit le Cross du Mont Blanc, c'était pas du tout dans le tableau de primes qui prennent dans le contrat que j'ai signé. Il m'a dit et on a trouvé que c'était bien ce que tu avais fait, que ça participe à la valorisation de la marque. Du coup, on va faire un geste et on va te faire une prime exceptionnelle. C'est pas des milliers et des cents, mais c'est un geste. Et ça montre que ce que j'ai fait, c'est important pour la marque aussi. Et ça participe au fait de se dire, je fais le sport et je fais en tant qu'athlète pro, et c'est bien, quoi. Une question que je pose à tous les athlètes, c'est aujourd'hui, toi, ton profil de course, ce serait quoi? Genre ta course idéale, là, de suite, en termes de distance et dénivelé, terrain? Pas facile. Je suis assez polyvalent en plus comme coureur. C'est vrai que de la course en montagne jusqu'aux courses de 80 km, en passant par des formats très montagne ou peu montagne, je me débrouille toujours. Et même, tu vois, en cross, l'hiver, j'arrive à faire des belles perfs. Alors, je suis pas spécialiste, mais je me dis que si je m'entraînais, ça pourrait peut-être être fort. Donc, souvent, avec Philippe, on cible des objectifs et on fait des cycles d'entraînement pour être fort sur cet objectif. Quand même, moi, j'aime bien courir. Voilà, j'aime bien courir vite. Je dirais qu'un truc comme la Saint-Élion, une course de 60 à 80 km avec pas trop de dénivelé, c'est peut-être là où je suis le meilleur sans entraînement. Si on me prend naturellement comme ça, pas forcément de nuit du coup, mais plutôt de jour. Et sans la boue. Et sans la boue. Peut-être que c'est là où je suis le meilleur, sur les courses assez longues où il faut courir longtemps et vite. Petite question pour terminer ce profil trail, un peu comme je t'avais posé sur la musique, les livres, etc., mais cette fois sur du matos de trail. C'est quoi aujourd'hui tes chaussures préférées? Là, sans aucun doute, ma chaussure préférée là actuellement, c'est un truc que j'ai depuis décembre, là, qu'Ypren m'a envoyé depuis décembre. C'est la Race Light qu'on peut trouver en magasin, sauf qu'ils l'ont modifiée, ils ont mis une nouvelle mousse, donc elle est identique à la Race Light de magasin, sauf qu'il y a une nouvelle mousse. C'est celle qu'on porte tous, là, les athlètes Ypren, qui est verte avec un beau vert patina. Et c'est une mousse beaucoup plus réactive, c'est une chaussure très légère, très très dynamique. Et tu vois, j'ai déjà fait des séances à plat avec, elle me permet de courir très vite à plat sans avoir des chocs, sans avoir de problèmes musculaires, et elle est géniale. Donc ça, c'est le gros coup de cœur. C'est peut-être ma chaussure préférée depuis le début que j'ai couru, toutes marques confondues. Ok, j'ai hâte de la voir sortir pour la passer, parce que ça, ce sera... Voilà, c'est en cours c'est en cours de création, donc il faut que... je sais pas si elle sortira comme ça. Mais en tout cas, nous, athlètes, on l'adore. Quel est ton aliment en course préféré?
À l'entraînement, je consomme pas énormément de produits de nutrition, donc mais j'en consomme un peu. Et en course, je sais pas, je prends aucun truc avec plaisir. Disons que ça fait partie du job de savoir s'alimenter en course, mais à aucun moment je me dis ah chouette, une petite barre, oh chouette le gel machin. Non, c'est jamais un plaisir. Vraiment, moi en course, l'alimentation c'est paramétré. C'est fait même quand ça me dégoûte. Tu vois, à Cross du Mont Blanc, par exemple, j'ai mangé 2 gels, ou un gel, une pâte de fruits, et à aucun moment j'ai eu envie de manger. J'étais un peu écœuré, etc. Mais depuis quelques années, même quand ça passe pas, ça passe. Voilà, il faut que ça passe. Tu sais qu'il le faut et il faudra le prendre. Beaucoup plus facile, j'imagine, un aliment en récup préféré après une course. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Une bière, toujours. Ok, alors comme je dis aux personnes qui répondent ça, c'est pas un aliment, mais pas de souci. Non, alors ça dépend aussi des courses, mais souvent les frites ça passe bien. Vraiment les frites ça passe toujours. Un parcours préféré? Je reste attaché à Grenoble dans les parcours. Un parcours que j'ai fait des peut-être pas des centaines, enfin il faudrait compter. Hein. C'est dommage que sur Strava t'aies pas un compteur du nombre de fois où tu es passé à un endroit. Parce que tu sais combien de fois tu as fait des segments, mais comme des fois tu fais pas exactement les mêmes... j'aimerais savoir combien de fois je suis passé au sommet, au cairn du Mont Rachet. Vraiment, j'aimerais savoir. Et du coup, pour ça, j'ai failli créer un segment qui fait 1 mètre au sommet du Mont Rachet pour savoir, pour que toutes les fois où je suis passé soient comptabilisées. Globalement, le Mont Rachet, qui est vraiment juste à côté de Grenoble. En fait, Grenoble est au pied du Mont Rachet. Le centre-ville de Grenoble, tu es à 1 minute des premières pentes. C'est un endroit où je me suis énormément entraîné et où je m'entraîne encore. Tu peux faire des boucles extraordinaires sur 1h30 de course. Donc, ça convient à tout. Et pour l'entraînement, c'est très diversifié. Ça a l'avantage d'être au pied de Grenoble et du coup, tu fais pas de voiture, pas de déplacement pour y aller. Et j'y vais toujours avec plaisir. Après, moi, je suis un fan de la Chartreuse, du massif de la Chartreuse. Je trouve ce massif extrêmement beau parce que même s'il n'est pas en très haute montagne, eh ben, tu as pas mal de profils différents, beaucoup de paysages différents aussi. Et puis, l'intérêt du fait que ça soit pas très haut, c'est que c'est très rapidement dégagé au printemps et il n'y a pas trop de neige. Chamchaude, si vous connaissez pas Chamchaude, c'est un sommet qui est beau. Tous les sommets à 2000 de la Chartreuse, il y en a 4, ils sont magnifiques. J'allais te demander ton sommet préféré ensuite, mais du coup tu viens de répondre avec Chamchaude. Je m'entraîne à Grenoble aussi et du coup je trouve que tu as le Vercors en hiver quand il y a de la neige. Dès que ça se dégage un peu, tu as la Chartreuse accessible et quand ça se dégage plus l'été, tu as Beldon et après tu recommences ta boucle. J'aime bien penser comme ça. Est-ce que tu as un souvenir en trail à nous partager, si tu devais en garder qu'un seul, là, celui qui t'a fait le plus vibrer? Tu vois, jusqu'à présent, moi, mon souvenir de course que je préfère, je l'ai déjà dit plusieurs fois à plein de gens, mais c'est le Trail Drome en 2019. Et je suis arrivé sur ce Trail Drome au bout de 6-7 semaines d'entraînement avec Philippe, qui était mon nouveau coach, à la suite d'une blessure qui m'avait handicapé pendant 9 mois. Et ce jour-là, j'ai fait 6e de la course. C'était la course de sélection pour les championnats du monde en 2019. Donc, premier non qualifié. Et c'était la course qui m'a fait vibrer pendant longtemps parce que c'est la course où je me suis dit, Tom, ton rêve d'atteindre le niveau en trail, il est accessible. Maintenant, suis ce que te dit Philippe, commence une démarche de haut niveau. Et puis, ça devrait bien fonctionner un jour parce que t'es déjà 6e, quoi. Et c'est déjà super, au bout de 7 semaines d'entraînement. Et après, sinon, j'en ai un deuxième maintenant, c'est les championnats d'Europe. Au championnat d'Europe à Annecy, c'était à la maison aussi. J'ai mes beaux-parents qui habitent à côté d'Annecy. Tous mes potes, ils habitent dans la région, Lyon, Grenoble, Chambé, etc. Et j'ai eu toute ma famille et tous mes potes, beaucoup de potes qui sont venus m'encourager. Et ce qui est rigolo, c'est que le sport, je le partage pas trop avec ces potes-là. C'est des potes que j'ai par plein d'autres endroits, plein d'autres centres d'intérêt. Et ma famille, pareil, sont pas trop liés au monde de la course à pied. Et du coup, là, j'ai eu des encouragements de plein de gens que je vois jamais sur les bords du sentier. Et de pouvoir gagner et de partager ça avec eux, ça a été vraiment très fort. Ouais, ça fait 2 très beaux souvenirs et comme quoi c'est pas forcément une victoire ou quoi qui t'amène à un souvenir très marquant en trail.
Petite pause. Si cette rencontre vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez mes articles de vulgarisation scientifique et mes tests matériels. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Les liens vers les offres sont dans la description. Allez, on retourne à cette rencontre. Je te propose de passer à une autre partie de cet échange qui va être consacrée à ton entraînement. Comment est-ce que tu t'entraînes? Alors, on l'a dit, tu es entraîné par Philippe. Et moi, je reconnais toujours dans les athlètes entraînés par Philippe une approche un peu saine, enfin très saine, conservatrice, réfléchie, raisonnée, que moi, j'aime vraiment beaucoup. Et apparemment, ça marche, puisque entre toi, Clémentine Geoffrey, Julie Roux, les performances là sont... Adeline, exactement. Enfin, je pourrais, la liste serait... Voilà, Ludo Pommeret, exactement. J'ai interviewé il y a des mois. Enfin, la liste des athlètes de Philippe qui performent, elle est très longue. La première question que je vais te poser, c'est comment est-ce que tu vis ta relation avec ton entraîneur? Est-ce que tu as beaucoup d'autonomie? Est-ce que tu as juste des grandes lignes et après tu te débrouilles? Comment tu avances avec lui dans la planification? D'abord, Philippe, c'est mon coach, mais je pense que maintenant, c'est aussi surtout un ami. Une des personnes aujourd'hui en qui j'ai le plus confiance. Et qui participe dans le triptyque qui me fait réussir, c'est moi, mon épouse et Philippe. Philippe, il est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, des fois même avant mon épouse. Voilà. Comment on fonctionne? C'est aussi, ça a évolué au fur et à mesure des années. Depuis 2018, depuis fin 2018, début 2019 qui m'entraîne, ça a évolué. Au début, c'était appliqué à la lettre de ce qu'il me disait, avec beaucoup de confiance dans sa capacité à faire réussir. Et puis, assez progressivement, une prise de liberté de ma part qui fait que Philippe fixe des grandes lignes, il fixe des séances clés, il fixe un programme d'entraînement finalement, et dans lequel j'ai de l'autonomie. C'est-à-dire que je fais évoluer ce programme d'entraînement au jour le jour, en fonction surtout de ce que je ressens, et aussi de mes impératifs dans la vie de tous les jours. Et ça fait que souvent, ce qui est fixé pour 2 semaines change considérablement, parce que ça va pas correspondre avec mon emploi du temps, mes sensations du jour. Philippe, il me fait une confiance entière là-dessus. Si je lui dis, là, ça va pas, je vais pas pouvoir faire la séance, je suis trop fatigué, on redécale à demain, je prends un jour de repos, il dit OK, et on change ensuite. Et il m'écoute et il me fait confiance. La confiance, je pense qu'elle est réciproque. C'est une grande part de liberté et de confiance. Mais aussi, cette confiance, elle est liée à notre expérience, à notre passif, c'est-à-dire que je sais que Philippe, les trucs qu'il me prévoit, ça va fonctionner. Et il sait aussi que ce que je ressens, c'est raccord avec ce qui... Il n'y a pas de mytho, quoi. Si je lui dis je vais pas la faire, j'ai mal au mollet, c'est pas parce que j'ai pas envie de faire la séance. Voilà. Et puis aussi le fait que j'arrive à gérer. On a toujours des douleurs, mais il y a des séances qu'il faut passer sur douleur, il y a des séances qu'il faut pas passer sur douleur. Ok, très clair comme réponse. Est-ce que tu es un athlète qui surveille ton volume d'entraînement? Est-ce que tu le surveilles en kilomètres, en temps, en dénivelé, en un peu tout? Est-ce que tu as ce souci, on va dire, du volume? Non, je surveille rien. Mais je pense que dans ma vie, j'ai un truc qui fait que quand j'ai une charge d'entraînement importante, je le ressens. Et quand il y a une charge d'entraînement importante, comme je le ressens, je fais des choix. Mais c'est plus intuitif que... je pense que c'est plus de l'intuitif que du scientifique avec des chiffres ou je sais pas, il y en a qui font la variabilité de la fréquence cardiaque, il y a plein de trucs. Intuition, sensation, et peut-être que ça, c'est intuition, sensation, c'est le maître mot de comment entraîne Philippe. Une question que je me posais, c'est comment est-ce que tu travailles tes intensités? Tu es quelqu'un qui fait des courses qui vont vite, qui vont très vite. Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup ces zones à haute intensité, ces zones à basse intensité? Comment est-ce que tu approches un petit peu ces intensités autant hautes que basses avec Philippe? Sur les intensités, Philippe, il est plutôt...
plutôt léger dans ses conseils. Donc, faut faire à sa sauce. Il va donner la séance, mais il va jamais dire l'allure. De toute façon, en trail, t'as jamais d'allure. C'est pour ça qu'il dit ça. Et il a raison. En trail, t'as jamais d'allure. Il suffit qu'il fasse que tu cours la nuit, hop, l'allure, elle est différente. Il suffit que tu cours avec le ventre plein, hop, l'allure est différente. Il suffit que tu cours après une journée de boulot et ton allure, elle est différente, alors que l'effort perçu et l'intensité est égale. Donc, voilà, c'est un tout. Moi, bon, je m'entraîne. Avec l'expérience, maintenant, je connais quand même pas mal de choses sur l'entraînement. Je pense que je gère pas encore tout à fait bien mon entraînement en termes d'intensité. Sur ces vraies séances où il y a de la VMA, les séances de côte, tout ça, je vais à fond. Je vais à fond et j'adapte au temps. Autant qu'il y a de course sur un 8 minutes, tu vas moins vite que sur un 30 secondes. Voilà. Je vais à fond en gardant à l'esprit toujours que je veux faire la dernière répète aussi vite, si ce n'est plus vite que la première. Ça, c'est le maître mot de mes séances. J'aime vraiment beaucoup ce que tu viens de dire. Au moins une espèce de consistance entre la première et la dernière répétition, parce que des fois, tu vois des athlètes qui ont la première répète et puis après qui ont toutes les autres plus basses. Tu te dis, bah ouais, enfin, t'es peut-être parti du coup un peu fort. Et un autre point que tu as dit qui me plaît beaucoup, c'est les intensités changent tout le temps en trail. Et oui, mais même à plat. Je veux dire, t'as du vent, ta VMA ne veut plus rien dire. J'ai eu cette discussion avec des gens qui me demandaient les PMA et tout. Je disais, mais tu te rends compte le nombre d'inclinaisons de côte qui existent? Ta PMA à 10%, c'est pas pareil qu'à 12%. S'il y a des cailloux qui roulent, tu le fais en chartreuse ou en vercors, pour 10%, ce sera pas pareil. Donc, alors qu'il y a un truc qui ment pas, comme tu viens de dire, c'est bon, la fréquence cardiaque. Généralement, ça ment pas trop. Et le ressenti, si ça pique, ça pique. Oui, mais là, comme tu dis, hein, le ressenti, il est très très lié à la fréquence cardiaque. Hein. Moi, je regarde pas du tout. Enfin, j'ai regardé par curiosité, tu vois. Mais c'est souvent lié. Quand t'es dans le rouge. Quand tu es dans le rouge en sensation, tu es dans le rouge en fréquence cardiaque. Moi, je voulais rajouter... le point sur lequel il faut que je m'améliore un petit peu peut-être, c'est que je fais beaucoup de zone 3. Zone 3, zone 4, ouais, sur 5. Les trucs où, en fait, Philippe dit 1h30 trail, je vais souvent trop vite. Voilà, mais bon, je pense que j'ai trouvé un équilibre parce que du fait que j'ai pas un volume horaire très conséquent, je pense que faire un peu de ces zones intermédiaires qui sont les zones normalement, les zones réservées à la course normalement, je pense que j'ai trouvé une forme d'équilibre et que bon, je vais continuer comme ça. Et aussi, c'est un équilibre avec le plaisir parce que le problème du footing à très basse intensité, c'est qu'en termes de plaisir, c'est pas très agréable, alors que faire de l'allure course ou juste en dessous dans leur course, c'est quand même cool en montagne parce que tu te sens aller vite. Oui, alors ça, du coup, ça dépend de plein de paramètres, mais je suis globalement d'accord avec toi. Déjà, tu as des gens qui le tolèrent très bien, ce volume en zone 3, et tu vois, dans l'échange que j'ai avec Maud Matisse, elle disait pareil, elle disait qu'elle faisait vraiment beaucoup de zone 3 et rarement de basse intensité, etc. Mais au final, elle le tolère bien. Alors, elle est un peu blessée en ce moment, mais elle le tolère bien, et toi, t'es pas blessé, ça a l'air d'aller. Et l'allure de course, en plus, ça dépend des courses. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je fais plutôt des longs. Mon allure de mes entraînements, elle est beaucoup plus basse que la tienne, mais je vais courir probablement, enfin, même marcher beaucoup plus longtemps que toi. Donc, au final, ça dépend aussi, je pense, de ton format de course. Et c'est super important de... La première réflexion, je pense, c'est quoi la course que je prépare. Et bon, même si des fois, tu as plein d'athlètes qui vont trop vite pour des formats courts, faut trouver son équilibre, s'écouter, comme tu dis. Et toi, tu t'écoutes et là, ça a l'air d'aller, quoi. Ouais, c'est ça. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Globalement, c'est assez je dirais qu'il y a... Et bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours un jour de repos. Voilà. Et après, en nombre d'entraînements, c'est plutôt entre 6 et 8, je dirais. Ça dépend combien de fois je double par semaine. Des fois, on double 2, voire 3. C'est arrivé 3 fois quand tu fais des stages. Voilà. Globalement, et après, en volume horaire, c'est aux alentours de 10 à 15 heures à pied. Après, il se rajoute pas mal d'autres trucs, mais comme je te disais au début. C'est la question que j'allais te poser par la suite. Est-ce que tu croises, toi, dans l'entraînement? Est-ce que ton entraînement en hiver est très différent de celui en été? Tu fais beaucoup de vélo à côté ou encore de la natation? Non, plus du tout de natation. Hein. J'ai mis les pieds dans une piscine genre 2 ou 3 fois depuis que j'ai arrêté. Ça a été un gros rejet. Juste pour te rafraîchir parce qu'il faisait chaud. Non, mais dans les piscines, dans les bassins, je veux dire. Un bassin où il y a des lignes d'eau. La piscine, j'y vais un peu plus souvent pour patauger. Ou dans les lacs, ou dans les... et puis après, pour croiser les sports... Alors moi, je fais beaucoup de vélo pour me déplacer. Donc, mine de rien, au bout d'une semaine, ça fait du volume. En revanche, je croise pas beaucoup. Pas beaucoup parce que déjà, je peux pas m'entraîner en termes d'horaire beaucoup plus. J'ai
pas le temps dans ma semaine. C'est comme ça. Mais globalement, oui, souvent, je fais une sortie vélo c'est programmer une sortie vélo par semaine. Mais dans ces cas-là, je croise aussi pas mal avec de la rando avec mon épouse. Cet hiver, j'ai fait du ski de fond, ski de fond, mais ça reste très léger. En fait, pourquoi ? Parce que croiser les sports, ça demande plus de temps que la course à pied. Tous les autres sports, ils prennent plus de temps que la course à pied. Je dirais à l'exception de je trouve, c'est la muscu. Ouais, la muscu. Voilà. Mais les autres, je suis d'accord avec toi. Ski de fond, vélo, ça prend généralement plus de temps. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Il n'y a que la muscu qui prend moins de temps. Mais du coup, tous les autres sports outdoor demandent plus de temps, demandent du déplacement, souvent en voiture. Et tout ça, du coup, ça demande dans un emploi du temps à se caler. Et j'en fais pas assez. Après, je te dis, comme précédemment, c'est un équilibre que j'ai trouvé. Et je le fais changer petit à petit. Au jour le jour, il y a des semaines où je fais beaucoup de vélo, des fois en début d'année, aussi en fonction des gènes et des petites blessures que je peux avoir. Mais je suis pas un très grand pratiquant de l'entraînement croisé, comme certains trailers qui peuvent faire plus de 50% de leur volume horaire à vélo. Ouais, là, pareil, je reprends l'exemple de Maud, mais parce qu'elle en a parlé dans la conférence de presse juste avant le marathon du Mont Blanc. Elle disait qu'elle faisait actuellement 70% de son volume en vélo, parce qu'elle a des blessures, mais ça fait, tu vois, c'est un énorme croisement. On a parlé de muscu. Est-ce que tu fais du renfo, tu passes sous une barre ? Non, je déteste ça. Zéro renfo. Les kinés, les kinés me détestent. Les tests isométriques me détestent aussi. Il faudrait que je fasse du renfo de pas mal de muscles. Il faudrait, théoriquement, le truc c'est que à chaque fois j'ai envie de répondre, je me blesse pas, très peu, et je suis performant. Et t'es le 11e meilleur mondial. Est-ce qu'il y a besoin de faire différemment ? C'est un des aspects de ma préparation que je pourrais essayer de... Le problème, c'est que comme j'aime pas du tout ça, il faudrait que je sois suivi par un coach et il faudrait que j'aille chez le coach ou enfin qu'il vienne chez moi ou qu'on aille à la salle parce que dès que je veux le faire tout seul, j'y arrive une semaine, j'y arrive 2 semaines et puis après j'en ai marre. Voilà, il y a d'autres choses que je fais bien, mais alors ça c'est compliqué. Voilà, après actuellement je suis suivi par une kiné et j'essaie d'être pas mal, elle me donne des exos que je fais à la maison et j'y arrive. J'arrive à être régulier parce que j'ai eu des petites blessures et gènes depuis le début de l'année qui ont bien réussi à partir grâce à ces exos. Je sais que je me permets de donner un exemple personnel. La vraie transition entre le renfo ou pas, c'est quand je suis passé en salle de muscu parce que le renfo à la maison, j'y arrivais pas du tout. Des exos avec une cloche sur un tapis ou un peu dynamique, j'y arrivais pas du tout et j'ai trouvé du plaisir. Par contre, aller en muscu et prendre une charge lourde, la soulever 2-3 fois, j'ai trouvé ça plus sympa. Donc le plaisir m'a fait que maintenant j'arrive à le faire, mais quand tu disais, moi, le renfort à la maison, c'était impossible, quoi. Ouais, et encore, il faut aussi penser à quelque chose en termes de charge d'entraînement. Je suis pas entraîneur, mais je pense que souvent on sous-estime l'impact de la muscu sur l'effort fourni dans une muscu, qui est très spécifique sur certains muscles. Et du coup, il faut pas oublier, tu vois, en stage équipe de France, par exemple, on met de la muscu, mais dans une semaine déjà très chargée en entraînement et en intensité, mettre de la muscu, je trouve à chaque fois que c'est une prise de risque. Parce que cette muscu, elle est faite sur un jour off, ou sur un jour où tu pourrais te reposer, ou sur un jour avec un footing. Et finalement, si tu fais un jour de muscu, et après, va falloir être conséquent sur la séance le lendemain. Voilà, c'est une prise de risque aussi. Je pense que quand elle est bien monitorée, la charge est bien monitorée sur la muscu, c'est intéressant. Faire de la muscu tout seul ou en dilettante, à se dire je vais aller faire je vais aller faire des squats demain et tout sur la cage à squat et tout, et que t'as personne pour contrôler ce que tu fais. Je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose pour la performance. Moi actuellement, du coup, je préfère rajouter des petits exos que m'a expliqué le kiné, mais c'est du renforcement plus que de la muscu. T'as un avantage à ça en salle, c'est les machines guidées, parce que là t'as pas de risque, mais je suis 100% d'accord avec toi. La première chose que j'ai dit à une athlète que j'ai entraînée qui a fait des squats, c'est t'en fais un quasiment sans charge et puis tu m'envoies des vidéos, on corrige et une fois que le geste est bon, là on va commencer à charger, mais je suis 100% d'accord avec toi. Et JB Morin, pour les auditeurs, dans l'épisode qu'on a fait sur comment progresser en trail court et long, j'avais interviewé JB Morin qui est assez orienté sur muscu et trail. Et il disait qu'il rejoignait ce que tu viens de dire sur le fait que des fois on sous-estime la sollicitation que ça représente. Il disait parce que on pense souvent cardio et quand tu fais une séance de muscu, t'es très bas, t'es nul.
Mais par contre, en termes de musculaire, ce serait une séance qui, pour lui, en termes de sollicitation, est proche de ce que tu ferais sur un 30-30, sur une très haute intensité. Et il disait, du coup, dans la planification, dans la quantification de la charge, est-ce que tu le quantifies en tant que basse intensité, parce que ton cardio est bas, ou en haute intensité, parce que musculairement, c'est super sollicitant. Et ça rejoint beaucoup ce que tu viens de dire, je trouve, au début de ta réponse. Une autre question que je me posais, ça va concerner des aspects un peu mentaux. Est-ce que toi, tu fais, dans ton entraînement, de la prépa mentale, ou est-ce que tu en as eu besoin à certaines périodes de ta carrière ? L'aspect mental, c'est le truc qui pêche depuis le début de ma carrière sportive. Globalement, oui, je me suis amélioré physiquement, je pense. Mais le plus important, c'est ces dernières années, quand même, mon expérience me permet de gérer plus facilement les situations en course et hors course pour être fort. À vrai dire, après, du coup, l'année dernière, j'ai eu quand même des difficultés avec ma 16e place au championnat du monde à Innsbruck, puis après mon abandon à Sierzinal. J'étais dans une sorte de cercle vicieux qui était un peu dur, duquel il était un peu dur à sortir et qui était essentiellement mental, du fait que j'arrivais pas à me faire plaisir en course et aussi surtout que j'avais des motivations qui n'étaient pas les bonnes, des motivations plus tournées vers, je sais pas si tu connais, mais extrinsèques, vers faire une place, plus que faire une performance personnelle, faire une place pour le regard des autres, pour tout ça. Et ça, c'était pas du tout bon pour moi. Ça m'a vraiment desservi l'année dernière. J'ai jamais eu envie de prendre un préparateur mental. Je pense que c'est aussi du fait que Philippe, il est très fort là-dedans. Il n'est pas préparateur mental, il est vraiment coach, mais il a une grande capacité à écouter ses athlètes et à les comprendre et aussi à dire les mots justes. Voilà. Et puis après, je dirais que j'ai peut-être pas besoin d'un préparateur mental, j'ai plus besoin d'un psy parce que je suis complètement dérangé. Non, mais des fois, c'est entre les deux. Le préparateur mental, il est à la frontière entre les deux. Voilà, je pense que non, mais actuellement, je m'en passe. Mais il faut pas sous-estimer l'aspect mental dans ce sport qui est en fait un sport où 50% c'est les jambes, 50% c'est la tête. Et plus tu fais de la distance haute, plus les distances sont longues, plus la tête ça intervient. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. Est-ce que tu as une alimentation particulière, un régime particulier ? Oui, je mange beaucoup. Je mange beaucoup et je mange beaucoup de bonnes choses. Oui, c'est... Après, ça c'est aussi un choix de couple avec mon épouse. Ça fait plusieurs années qu'on a décidé de consommer des produits plus sains, locaux, de saison. Donc on cuisine beaucoup, du coup. On n'achète plus du tout de produits transformés, à part les pâtes alimentaires qui sont transformées forcément. On les fait maison de temps en temps, mais ça prend un peu plus de temps. Donc on les achète, on achète des pâtes complètes à la Biocoop. Bon. Mais à part ça, on achète très peu de produits transformés. Voilà, donc je fais attention à mon alimentation, c'est-à-dire que je mange à ma faim. J'ai souvent faim, donc j'essaie de combler le vide, quoi. Parce que je me dis que pour que le moteur fonctionne, il faut qu'il y ait de l'essence. Voilà, après, je prends pas de poids, j'en perds pas non plus, donc j'imagine que ça va. Et après, au niveau de mon alimentation, je mange peu de viande, mais ça, c'est plus par souci écologique. La viande, ça a un impact écologique assez important, mais je conserve quand même des apports protéinés par les œufs, un peu de viande, un peu de poisson, mais très peu, hein, les poissons et viande. Voilà, et puis pas mal de légumineuses. Donc voilà, protéines dans ce sens-là. Et puis beaucoup de mon apport, il est principalement glucidique, avec aussi pas mal de légumes et tout, mais voilà, principalement c'est une ration glucidique importante tous les repas. Et après, voilà, le péché mignon, c'est peut-être le fromage. Voilà, pas mal de fromage. J'essaye de réduire un peu avant les courses. Enfin, j'essaye de réduire un peu parce que c'est aussi pour le cholestérol. Faut que je fasse gaffe. Dans ma famille, on a des soucis de cholestérol, du coup, j'en ai aussi. Donc le fromage, c'est le truc, je sais, le jour où j'arrêterai de courir, va falloir que je fasse vraiment très très attention au fromage. J'ai tendance à faire des goûters de fromage et c'est pas forcément bon pour la santé. Voilà. Et puis après, je bois pas trop d'alcool, une bière de temps en temps, un peu de vin de temps en temps. Enfin, c'est vraiment plaisir. Ça reste des petits à côté pour se faire plaisir et pas se frustrer. Ouais, il faut aussi, je pense. J'ai un petit péché mignon, c'est du sirop. Je suis trop fan de sirop, genre de sirop de citron ou de sirop de menthe. Est-ce que tu as plein de bouteilles de sirop différentes chez toi ou pas ? Bah non, parce que j'aime quasiment que citron et menthe. Mais par contre, ça j'en passe une
Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir... j'avais déjà vu à l'auto-école où j'avais appris à conduire, il y avait tous les sirops Egbel. Et du coup, il y avait une table avec, je sais pas, une vingtaine de sirops Egbel à goûts différents. Et donc, tu allais préparer ton code de la route. Tu te servais un petit sirop, j'avais tout goûté. Et j'ai rêvé que chez moi, un jour, j'ai toute la collection aussi, que tu prennes un peu des sirops. Allez, un petit litchi, là, un petit... C'est un objectif de vie. Objectif de vie, pas forcément, mais un gros délire. Dernière question de cette partie sur l'entraînement. Est-ce que toi, tu accordes une place à la science et aux données dans ton approche? Est-ce que tu es curieux de ce qu'on sait dans les sciences du sport, curieux de tes datas sur Strava ou quoi? Ou ça, tu es plutôt perméable et tu laisses ça, imperméable et tu laisses ça de côté? Je pense que c'est lié aussi à mon histoire avec Philippe. Moi, j'aime bien l'empirique. Après, je suis curieux de temps en temps. Pour les études, l'entraînement, tout ça, ça me prend de temps en temps d'aller lire des trucs, ou en tout cas, souvent, en fait, c'est surtout discuter avec des coachs ou des athlètes qui en connaissent vachement plus que moi. Je pense, tu vois, à Nico Martin, Julien Rancon, Adrien Séguré, c'est des gens avec qui je discute beaucoup, et avec qui j'ai du plaisir à parler. Et du coup, au contact de toutes ces personnes, au contact que j'ai croisé au fil de ma carrière sportive, je connais plein de trucs. En revanche, je ne les mets pas forcément en application précisément dans ma vie. Et concernant les datas, j'en prends pas trop. Bon, j'ai le cardio au poignet comme tout le monde parce que j'ai une montre qui coûte cher. Mais voilà, en début d'année, j'ai mis un peu le bracelet cardio là, de Keeprun pendant 2 mois, juste pour avoir des données pendant 2 mois pour voir ce que ça donnait. Mais je les ai pas étudiées. Je me suis juste dit, je les aurai si un jour quelqu'un est intéressé. Et voilà, après, tu vois, j'ai fait quelques tests à l'effort, mais de la même façon, tu vois, mes seuils, même les seuils, on les utilise pas avec Philippe. On les a fait sur tapis, je les ai fait en vrai, c'est intéressant. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu comme les cartes Pokémon. Thomas Cardin, VO2 Max, chez Économie de course, tu vois, ça fait des trucs, mais en soi, voilà, on les utilise pas trop au jour le jour. Pour revenir sur quelque chose, boucler avec quelque chose que tu as dit plus tôt, quand tu vois dans la littérature scientifique que je connais un peu les corrélations entre le seuil et ta sensation, tu as très rarement d'erreur entre quand tu dis là, je pense que j'en ai passé un ou quand j'ai passé le deuxième, tu t'es jamais très loin. Donc en fait, oui, c'est si ça. tu te connais. Mais c'est dur, ça prend du temps de se connaître. Des fois, pour des athlètes qui débutent, c'est bien d'avoir une ceinture de FC et après, quand tu te connais. Je pense, ouais. Je pense que c'est une ceinture de FC ou un bracelet de FC, c'est utile pour commencer, pour pas faire de grosses erreurs. Après, c'est comme tout, il faut être bien accompagné. Parce que tout seul, souvent, on fait des erreurs. À part si tu as une licence de STAPS et que tu connais toute la littérature et là, tu peux peut-être gérer tout seul. Mais sinon, en fait, analyser des valeurs de fréquence cardiaque, c'est un métier. Hein. Ah bah, ça me prend beaucoup de temps avec mes athlètes chaque semaine. Donc, c'est le cœur de mon métier. C'est cool ce que tu dis, c'est vrai. Ça prend du temps. C'est pas juste dire ah bah j'étais à 140 en moyenne aujourd'hui. Ça prend un peu plus de temps que ça, mais faut aimer. Avant de passer à la dernière partie de cet échange, Thomas, tu vas devoir te plier au jeu du tu préfères. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu n'aimais pas les... L'indécision en action, vous allez voir. Alors, on va voir si l'épisode va d'un coup se rallonger considérablement. Je t'en ai préparé 4 qui sont pas trop méchantes, mais qui vont te demander de choisir entre 2 choix pas très sympas l'un comme l'autre. La première, je voulais te demander, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères courir la Saint-Élion avec des chaussures de route, par exemple les KD 900X avec plaque carbone que Decathlon vient de sortir là? Ou tu préfères courir le trail du Grand-Duc avec cette même chaussure? Plutôt la Saint-Élion. Tu vois, j'envisage de partir avec une chaussure à plaque carbone cette année sur la Saint-Élion. Mais de trail peut-être? Oui, on verra selon les conditions, si c'est sec. Ok. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères courir la Saint-Élion sans lacets à tes chaussures ou avec les lacets mais tu dois porter un parapluie ouvert? Là, je préfère porter le parapluie toute la course. Je pense que, bon, après, j'ai mal... Enfin, tu vois, là, juste, à preuve que je suis vraiment hyper peu musclé du haut du corps, je commence à avoir mal au bras de tenir le micro. Donc après une Saint-Élion à porter un parapluie, je pense que je serais fourbu. Sans lacets, c'est impossible de courir. Ou alors, faut que tu cours très vite la Saint-Élion. Si, aussi, avec les nouvelles chaussures qui sont sans lacets, avec les chaussettes, enfin, knit, je sais pas, les tissés, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu préfères sur les Templiers? Parce que je crois que tu prendras le départ en 2024. Tu préfères faire une marelle aller-retour à chaque ravito ou que ton sac de course soit un cartable Spider-Man? Alors,
Pour ceux qui m'ont connu à mes débuts à Grenoble, à début de course à pied, je faisais les Grésivaudan Express et je courais avec un sac peluche Lion qui était extrêmement désagréable parce que les courroies brûlaient. Mais je préfère faire une marelle. Tu perdras peut-être moins de temps au final. Les Grésivaudan Express, très bonne école pour le trail, pour se mettre bien cher en début de saison, en septembre, quand tu sors de l'été, là que t'as rien fait. Ouais, septembre-octobre, les Grésivaudan Express. Allez-y si vous ne connaissez pas, c'est hyper bonne ambiance. Et puis ça te fait une séance hyper de rythme, hyper forte tous les mercredis soirs. Ouais, j'ai adoré, j'ai participé cette année à toutes les épreuves, c'était un régal, l'ambiance, c'est génial. Et la dernière, qu'est-ce que tu préfères? Ne courir plus que des 10 km ou ne courir plus que des 160 km? Les 10 km, ils sont à plat? Non, trail. Les deux sont en trail. Je connais pas encore les... Je crois que je préfère courir des 10 km parce que ça permet d'en faire tous les jours. Mais bon, voilà, j'exclus pas un jour de faire un 100 miles. Ok, je te remercie Thomas de t'être prêté à ce petit jeu. La dernière partie que je voulais aborder avec toi dans cet échange qu'on a, ça va concerner en fait ta saison 2024 et les championnats d'Europe. En fait, de ce que j'ai observé, parce que je regarde ce que tu fais depuis des années, en fait, on t'a jamais vu, je trouve, aussi fort qu'en 2024. Tes cotes récentes, comme au championnat de France et d'Europe ou à la Saint-Élion 2023, sont supérieures à la plupart de tes résultats passés. Ce qui laisse entendre, les cotes ont plein de problèmes dans les calculs, il n'y a pas de souci, mais généralement... Il se trompe quand même pas trop. On est souvent déçus de sa cote. Mais bon, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, il y a au moins l'équité. En 2024, pour l'instant, tu as fait 4 courses, le Trail du Ventoux, les championnats de France, les Europes, le 23 du Mont Blanc. Tu as fait une seule 3e place, 3 victoires sur des courses qui sont à chaque fois quand même plutôt relevées. La première chose que je voulais te poser comme question, je pense qu'on en a déjà un peu parlé, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es à ce niveau ? Voilà, je pense que c'est vraiment l'aboutissement de longues années de travail. Aussi, je pense l'aspect mental que je gère beaucoup mieux cette année. L'équilibre trouvé avec Keeprun, non, il y a beaucoup de choses qui font, mais ça reste dans une continuité. Il n'y a pas de gros changements depuis le début de l'année. Ouais. Oui, il n'y a pas eu de gap. Comme je disais, c'est vraiment une évolution très linéaire au cours des années. Tu cites ces 4 courses, mais pour moi, c'est le même niveau de performance que j'ai réussi à faire sur les Templiers l'année dernière avec ma 4e place. Ou la Saint-Élion de l'année dernière aussi, où j'ai quand même où j'avais gagné et c'était ma 3e et où j'avais contrôlé la course de A à Z. Et ça se voyait moins parce que c'était de nuit, mais j'avais vraiment tout contrôlé et survolé un peu sans me poser trop de questions. Ouais, je l'ai cité là au début, la Saint-Élion 2023, je crois que c'est quasiment ta meilleure cote. En tout cas, c'est une course qui est vraiment très très haute. Non, la cote est pourrie. Ouais, la cote est pourrie. J'ai fait 10 minutes de moins que l'année d'avant et j'ai une cote inférieure à l'année d'avant. Donc bon, ils étaient en train je crois que ITRA et TMB rétablissent tranquillement leur index, leur façon de coter pour pas que ça dérive trop. Mais du coup, j'étais un peu déçu de la cote. mais en termes de sensations, c'était une des courses les plus abouties. Tu me rassures, ma dernière cote de course, elle n'était pas celle que j'espérais, mais c'est parce qu'ils ont changé les calculs. Oui, je te remercie. Je crois que tu peux compter 10 à 20 points de moins par rapport à il y a 2 ans. Comment est-ce que tu as construit ce début de saison ? Est-ce que l'enchaînement Ventoux, France, Europe, c'était pensé ? C'était la ligne que tu avais en tête dès le début ? Oui, Ventoux, France, Europe, c'était la ligne directrice. Ventoux, une course que je connais très bien, qui était un peu plus courte que les France et les Europes. Donc c'était, pour commencer la saison, c'est une course de haut niveau. France, pour se qualifier, j'étais pas qualifié, donc faire dans les 3. Europe, le gros objectif. Finalement, ça s'est pas... passé comme prévu. C'était prévu, mais c'était prévu comme ça. Mais après, les résultats sur chacune des courses, il y a eu des péripéties. Une péripétie que j'ai notée et sur laquelle je voulais revenir avec toi, c'est peut-être à ça que tu faisais référence, c'est ta 3e place sur les championnats de France. Tu avais fait une publication Instagram où tu parlais d'une course dans un contexte difficile, surtout au niveau personnel. Est-ce que c'est à ça que tu faisais référence ? En fait, les péripéties, c'est les petites blessures. Le changement de partenaire Keeprun à la place de Hoka, ça fait que depuis 6 ans, je courais avec des chaussures pensées de la même façon. Et là, je suis passé à chaussures pensées d'une façon différente. J'ai fait une transition sur 2 mois, à courir moitié-moitié. Mais il y a bien un moment où j'ai décidé de courir 100% et j'ai pas réduit ma charge d'entraînement. Et je pense que ça a été une erreur. Et j'ai eu, depuis le début d'année, plein de petites douleurs. D'abord, genou droit, des petites tendinites un peu partout. Tendinite, genou droit. Puis, et ça a été avant le Ventoux. Donc, j'ai eu une préparation tronquée au Trail du Ventoux avec très peu de dénivelé, surtout du plat, parce que j'avais mal au genou dès que je faisais
du dénivelé. Donc voilà, première péripétie. Deuxième péripétie après le Ventoux, une tendinite, une bursite au tendon d'Achille gauche, donc qui a entravé ma fin de préparation au championnat de France. Et j'ai commencé la course blessée au championnat de France. Et du coup, je l'ai fini encore plus blessé. C'était évident, mais c'était nécessaire pour pouvoir me qualifier aux Europes. C'était un risque. C'était une prise de risque proportionnée par rapport à la saison. Donc, c'était aussi un choix. Je savais que ça allait être dur. Et puis, le deuxième aspect, plutôt perso, c'est que au moment des championnats de France, ma fille est tombée malade quelques jours avant la course. Et du coup, elle a très, très mal dormi. On n'a pas dormi le jeudi, le vendredi, passage aux urgences le vendredi avant de partir à Buy. Et puis après, la course, 5 jours à l'hôpital avec ma fille. Ça a été dur émotionnellement et puis surtout en termes d'énergie, c'était compliqué à gérer. Donc cette troisième place championnat de France, elle a été vraiment difficile à avoir, mais aussi très satisfaisante parce que dans un contexte hyper compliqué physiquement et émotionnellement, c'est là où on a mesuré que j'avais quand même beaucoup grandi en maturité avec le coach. Ouais, je me permets de rebondir là-dessus. C'est Adrien Séguré avec qui j'en avais échangé, où il avait donné un exemple, par exemple, des fois de gestion de course qui était sous-optimale. Et par exemple, en comparaison, tu penses avoir beaucoup mieux géré tes championnats de France que tu avais pu gérer tes championnats du monde en trail court. C'est un exemple de prise de maturité, tu penses? Oui, tu vois, à Innsbruck l'année dernière, j'ai fait plein d'erreurs. Et ces erreurs, elles ont été liées au fait que j'ai été déstabilisé psychologiquement par plein de choses, par les motivations, par la pression que je m'étais mise tout seul, par le regard extérieur, par beaucoup de choses. Voilà, par les adversaires aussi. Et puis, depuis début septembre de l'année dernière, j'ai réussi à recentrer tout ça autour de ce que je ressens et vraiment mes motivations intrinsèques. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, notamment quand ça a été dur. Au Trail du Ventoux, ça a été dur aussi, hein, parce qu'on a fait une course... donc ça a coté vraiment ridiculement, mais en fait, on a eu de la neige pendant presque 1 heure, 40 minutes avec de la neige au-dessus quasiment à la taille, avec une course où, au bout d'1 heure, au bout d'1 heure et demie de course, je me suis demandé si c'était vraiment une course et si j'étais complètement sorti. On était en sortie longue avec un groupe de 15 à essayer de faire une trace dans la poudreuse. Et après, il a fallu se remettre dedans très instantanément sur un claquement de doigts pour passer de il n'y a aucun objectif de performance parce que c'est pas possible d'être performant à il faut avancer parce que dans 15 km c'est fini, il faut gagner. Et donc voilà, toutes ces choses-là, c'est de la maturité sur une forme de souplesse aussi, d'adaptation pendant la course pour s'écouter et rester centré sur ce que tu fais actuellement. Et la course, il faut la gagner dans 15 km et t'es avec quelqu'un qui te laissera pas la gagner facilement. Thibaut, c'est pas le genre. Cette course du Ventoux, ça a peut-être été une erreur au début d'année. Et je sais pas ce qu'en pense Thibaut, mais j'aimerais bien avoir son avis aussi. Je pense que ça a été une erreur aussi pour lui. On a grillé des cartouches. Je veux pas parler en son nom, j'en sais rien. Mais moi, j'ai grillé des cartouches. Vraiment des cartouches qui étaient importantes. Et je pense que la performance, peut-être sous-performance par rapport à ce que j'attendais au championnat de France, elle est liée au fait que, on a fait 15 km de bataille extrême avec Thib après avoir couru dans la neige, qu'on a été déjà éprouvé. Et c'était trop tôt dans la saison pour faire ça. Si c'était à refaire, j'aurais fait deuxième dans le confort, je pense. Une question que je me posais, c'est comment est-ce que tu as géré la transition entre les France et les Europes? Au final, ça a été très bien choisi, je pense, la course de sélection, puisque le parcours, le parcours, le dénivelé, le ratio, en tout cas, dénivelé-distance, était très similaire. Ça veut dire que, par exemple, les deux, en termes de préparation, tu les as approchés de la même façon, t'as pas changé grand-chose. Comment tu as géré un peu cette transition? Oui, je souligne, ça c'est un effort de la Fédération française, et je pense tout particulièrement d'Adrien Séguré, qui a choisi une course de sélection qui est extrêmement proche dans son format de la course. C'était vraiment bien. Et non, comme je t'ai dit, j'ai été embêté avant les championnats de France et après les championnats de France aussi par ces blessures, et du coup mon entraînement a un peu changé. Après les championnats de France, j'avais une bursite, j'ai eu du mal à marcher pendant presque 5 jours, et c'est en suivi une bonne récupération, bonne rémission avec le kiné. J'ai fait 3 semaines, quasiment 3 semaines sans courir.
exactement 19 jours sans courir après les championnats de France. Le médecin qui me suit, que je remercie, qui me suit là depuis que j'habite à Chambéry, m'avait dit, de toute façon, au pire, avec ta bursite, ça sera 3 semaines sans courir. Et au bout de 19 jours, je courais. Donc, il avait été juste. Le but, j'avais appelé Adrien Séliguré, après les championnats de France, je lui avais dit, Adri, je suis sélectionné, mais je suis blessé et actuellement, je suis incapable de courir. Et je lui avais dit, si j'arrive pas à courir avant le stage équipe de France, eh ben, je déclinerai la sélection. Parce que je considérais que c'était pas correct de prendre une sélection et de pas courir à son meilleur niveau. Et du coup, 3 semaines après le championnat de France, c'était 1 semaine et demie avant le stage. Et du coup, je m'y suis remis. Et je m'y suis remis progressivement. Et le vrai entraînement a commencé au moment du stage. Et on a vraiment chargé pendant 3 semaines avec, donc d'abord une première semaine en stage et puis encore 2 semaines avec Philippe. Ça a été très très intense. Je ne m'étais jamais entraîné autant. Nombreuses heures, beaucoup d'heures, beaucoup de sorties longues et beaucoup de séances dures. Et puis après, on a continué à charger longtemps. Du coup, pour la première fois, sur un gros objectif, j'ai arrêté l'entraînement à partir de J-6, J-5, J-6. Et ensuite, récup du coup que pour 5 jours. J'ai fait des très bonnes nuits et je pense que j'ai eu un bon état de forme malgré une fatigue accumulée qui était extrême. À J-7, c'était horrible. Ok, t'avais une bonne charge. Pendant les Europes, j'étais sur le parcours quasiment tout le long. On s'est croisés. Enfin, toi, tu as peut-être pas fait attention. Non, je t'ai pas vu. Je suis désolé. J'imagine que tu voyais flou tout le long de la course. C'était l'objectif quand même. Mais en fait, je t'ai vu plein de fois et tu as été premier à partir du kilomètre 17, précisément, avec Benjamin Roubiol, qui était souvent collé à toi. Quand tu prends le départ de cette course et pendant cette course-là, ces championnats d'Europe, comment ça va? Quelles sont les sensations dès le début de la course? Comment ça se passe? Les sensations, elles étaient super bonnes dès le départ. Et puis là aussi où j'ai gagné en maturité, c'est que les sensations étaient bonnes dès le départ, mais je me suis pas emballé. Et c'est vrai que du coup, je suis resté hyper patient et caché. J'ai joué petit bras pendant les 17 premières bornes. Et après, ça s'est joué un peu sur un fait de course, le fait que je prenne la tête. Je me suis ravitaillé beaucoup plus vite que tout le monde. Et ensuite, il y avait du plat, et je suis fort à plat. Et à plat, je me suis rendu compte, j'étais avec l'anglais Thomas Roach, et à plat, je croyais qu'il avançait. Et en fait, sans forcer, il a pris 5-10 secondes, 15 secondes. Et puis à partir de ce moment-là, j'étais dans ma course et je me suis concentré sur ce que je voulais faire. Benjamin, il a été pas loin derrière pendant un paquet de temps. Dès que je tournais la tête, je voyais tout le temps, sauf sur les petits singles. À la fin des premières grosses difficultés, Roc de l'Encrenat, au kilomètre 35, il doit basculer à 1 minute derrière moi, même pas, je sais pas, je le vois j'arrive en haut, je le vois, il est dans la montée. Et s'ensuit une descente très technique sur Menton. Et puis après, je connaissais très bien le parcours et je connais très bien Benjamin. Il est revenu sur moi pendant cette descente, mais je l'avais prévu. Et c'était peut-être cette descente un étalon de comment allait se passer la fin de course. Pas pour moi ou par rapport à Benjamin, mais par rapport à ce que j'étais capable de faire. Je m'étais dit, si Benjamin me double et me dépasse pendant cette descente, ça veut dire qu'il va peut-être être meilleur que moi. Je m'étais dit, si il me rattrape et que j'arrive à rester avec lui, ça veut dire que je suis en forme et que je vais pouvoir batailler avec lui. Et que, j'ai toutes mes chances. Et il m'a rattrapé et je suis resté avec lui. Et ensuite, ça a été la bataille et comme prévu. Et puis après, j'ai gagné, mais un autre jour, ça aurait été lui peut-être. On sait jamais, il est quand même très fort. J'ai vraiment très fort. Voilà, mais ça m'a pas fait douter, ça m'a pas fait non plus. C'était aussi un plaisir de trouver quelqu'un avec qui courir pendant quelques kilomètres et de s'entraider, parce que c'est vraiment ça aussi la beauté de ce sport, courir ensemble pendant quelques kilomètres et s'épauler. C'est vrai que tu mentionnes quelque chose qui m'a impressionné quand je t'ai vu sur les ravitaux, c'est la vitesse à laquelle tu t'es ravitaillé. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu, que tu as travaillé? Parce que tes ravitaux étaient... J'étais là pour filmer, j'ai pas réussi à te filmer sur le premier ravito tellement ça allait vite. Oui, je travaille ça depuis Innsbruck l'année dernière. Innsbruck l'année dernière, c'était un gros couac. Je suis arrivé en tête au premier ravito.
Ouais, j'étais avec des athlètes, j'étais avec Stian, avec Francesco, avec John Albon. Bon, j'aurais dû me calmer. Mais bon, j'ai pas fait. Je suis arrivé en tête au ravito et je suis parti avec, je crois, 40 secondes de retard sur le groupe. Il y a eu un énorme couac. Et après, il y avait du plat et j'ai rattrapé les 40 secondes en 3 km. Erreur monumentale. À partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose pour les ravitaux. Et qui c'est qui m'a aidé? C'est John Albon qui m'a aidé. Pas personnellement, c'est juste que j'ai vraiment observé la façon dont il faisait, et notamment au Templier. C'est ma femme qui a observé. Elle a espionné. Et elle a trouvé la tactique, elle a trouvé que la tactique de John était extraordinairement efficace. Et du coup, on s'en est inspiré. Et depuis, on fait ça. C'est souvent ma femme qui me fait mes ravitaux, Philippe. On a fait ça sur le Ventoux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette technique de ravitaillement secrète? Tu peux la garder secrète si tu veux. En vrai, c'est tout con, hein, mais je m'arrête pas et c'est la technique des cyclistes. C'est que je prends une musette. Donc, grosso modo, je mets tout ce qu'il faut donc, je balance tout en arrivant. Et à la place de prendre les flasques et qu'on me charge des trucs, eh ben, je prends un sac avec, dans ce sac en plastique, un sac plastique très fin, il y a les flasques, les gels, la casquette, enfin tout ce qu'il faut. Et du coup, c'est moi qui gère en courant. Ça demande quand même de s'entraîner, parce que ça demande de s'entraîner d'attraper au vol quelque chose, et ça demande aussi de s'entraîner de charger ton sac en courant vite. Mais ça fonctionne, et puis je compte pas faire différemment. Après, à la fin, tu te retrouves avec un petit sac plastique que tu roules en boule et que tu mets dans la poche. C'est une des choses que je trouve beaucoup évoluer. Je regarde beaucoup les ravitaillements parce que je trouve que, encore plus sur les formats que j'affectionne le plus, j'adore les formats courts, mais les formats longs me plaisent vraiment beaucoup. Et tu vois ça de plus en plus, ou alors là, très récemment, tu vois de plus en plus le changement de sac intégral, quoi. La personne enlève son sac, elle le donne, ça demande double équipement. En ultra, c'est plus souvent un changement de sac parce que tu charges beaucoup plus de choses et puis il y a le matos obligatoire. Souvent, des fois, tu as des trucs imbriqués les uns dans les autres et tout. Nous, on fait un sport où ça va vite et où on part léger. Du coup, à la limite, moi, dans mes ravitaux, c'est souvent deux flasques 3-4 gels ou des pâtes de fruits, mais du coup, c'est beaucoup. Mais en ultra, ouais, changement de sac, je crois que c'est la meilleure méthode. Mais ça fait longtemps que ça existe. Hein. Ludo Pomeray, changement de sac, c'est un expert. Hein. Il fait des changements de sac hyper rapides depuis des années. Mais je trouve que là, tu le vois de plus en plus. C'est surtout ça, c'est que oui, ça existait depuis quelques temps, mais je trouve que là, je regardais la Western State ce week-end, j'ai regardé quelques images, t'en vois plein, donc à T-Shide, etc. T'en vois beaucoup qui changent de sac à une vitesse folle et qui repartent. Aussi, le sport se professionnalise un peu plus et du coup, on a plus d'équipement. Je veux dire, un changement de sac, c'est pas possible pour le grand public de le faire parce que un sac, ça coûte hyper cher. Enfin, par les sacs Décathlon. Non, mais je veux dire, tous les sacs coûtent cher et c'est pas possible d'avoir plusieurs sacs, plusieurs fois des flasques, plusieurs fois des vestes de pluie parce que il y a le matos obligatoire. À part si t'es sponsorisé, qu'on t'envoie des vestes de pluie à la pelle. Voilà, mais c'est sûr que de toute façon, qui est pressé au ravito que les élites, donc le reste du temps, sinon arrête-toi et mange un tuc, hein, c'est pas mal. Je pense que même, alors à mes ravitaux, je suis pressé, mais j'ai pas ton niveau, mais je suis pas non plus au point de changer de sac. J'arrive à pas perdre de temps, c'est tout. Voilà, j'arrive à me débrouiller sans m'arrêter manger 3 tucs, mais j'ai pas encore besoin de changer de sac. C'est pour toi que ça devient déterminant. J'ai encore 2 petites questions pour clôturer cette partie. Selon toi, sur les Europes, quand est-ce que tu as creusé l'écart? Moi, dans ma tête, l'endroit où j'ai gagné la course, c'est après la descente très technique avec Benjamin. Là, il y a eu, c'est là où je voulais être fort. Dans l'état d'esprit, dans ma théorie, le plan de course, c'est là où je voulais être fort. C'était sur les parties pas très pentues, plutôt sur les parties roulantes, donc avec des enchaînements montées-descentes et des côtes courtes. Et pour redescendre sur Menton, depuis le petit village Villars-Dessus. Voilà, c'est bon. De Villars-Dessus à Menton, c'est là où j'ai détaché, où Benjamin s'est détaché, dans toutes les côtes, en fait. Toutes les côtes et les faux plats, je pense que c'est là où j'étais le plus fort. Et après la remontée au col de Buffy, je sais pas si en vrai ça a été là, mais c'est là l'endroit où où je me suis senti le plus fort et où j'ai eu l'impression de vraiment d'appuyer, de serrer serrer la vis pour essayer de faire l'écart. Après, il y a eu je pense que l'écart s'est fait aussi dans la dernière montée vers le Mont-Baron et aussi dans la dernière descente. Mais il y avait moins l'envie c'était moins dans l'idée, c'était plus dans l'idée de gérer à ces moments-là plutôt que de faire des écarts. Les écarts, je les ai faits sur toutes les parties roulantes, je pense. Maintenant, cette belle saison 2024, on n'est que en juillet. C'est quoi maintenant pour toi les objectifs pour 2024?
Donc là, dans 5 jours, je pars 2 mois en vélo faire un road trip, ouais. Un bike trip. Un bike trip avec ma famille, mon épouse et ma fille. Et on va monter jusqu'en Suède. Après, on ne sait pas trop où on va, mais on remonte au moins jusqu'en la Suède en vélo. Du coup, là, c'est des belles vacances sportives. Je vais continuer un peu à m'entraîner, à courir, mais pas trop. Ça va surtout être du vélo, pas mal de vélo. Donc, pas d'objectif jusqu'à la fin de l'été. Et puis ensuite, ça va me permettre de faire une coupure et aussi de faire une fin de saison un peu plus lointaine. J'ai envie de faire un enchaînement Templier-Saint-Élion. Et donc, pour faire cet enchaînement, il ne faut pas trop avoir couru de l'été. Parce que quand tu vois des saisons qui commencent au Trail du Ventoux et qui finissent à la Saint-Élion, c'est extrêmement long. Donc, ce voyage à vélo, ces vacances, ça va me permettre de faire du jus, faire autre chose que de la course à pied. Et puis, arrivé en septembre, je vais préparer très, très sérieusement les Templiers. Et puis après, si j'arrive très près au Templiers, juste entre Templiers et Saint-Élion, juste faire ce que je sais faire, comme j'ai fait entre championnat français et championnat d'Europe, c'est-à-dire entre Europe et Cross du Mont-Blanc, garder un état plutôt comme entre Europe et Cross du Mont-Blanc, garder un état de forme et être performant sur les Saint-Élion. Thomas, je te remercie énormément pour tout ce que tu viens de nous raconter. Je trouve que moi, il y a quelque chose que j'ai adoré dans t'entendre, c'est le calme, la raison et peut-être la maturité dont tu nous as parlé un peu en filigrane. J'ai quand même 14 ans d'âge mental, mais... Au moins sportivement, ça commence à être 16 ans. J'arrive à faire la part des choses. Des fois, j'ai 14 ans et des fois, j'arrive à être plus réfléchi. Alors, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup. J'ai pris énormément de plaisir à t'écouter et je pense que les auditeurs également et que tu vas faire grandir et réfléchir plein de gens qui nous ont écoutés et j'adore ce genre d'épisode. Est-ce que tu as un objectif à long terme dans ta carrière sportive qui te fait rêver? Quelque chose en ligne de mire, loin? J'aimerais bien gagner les Templiers quand même maintenant. J'ai découvert cette course l'année dernière. J'en ai entendu beaucoup parler. Pour des personnes qui me sont chères, pas mal de personnes qui me sont chères, c'est une course qui a de l'importance. Voilà, ça peut être un objectif sportif. Ensuite, l'année prochaine, je vais essayer de faire une saison un peu sur route en début d'année. Et je vais peut-être essayer de faire j'aimerais bien faire un temps sur 10, sur semi et sur marathon dans les années qui arrivent. Est-ce que le marathon, ce sera l'année prochaine? Je ne sais pas. Participer au championnat de France de cross, ça m'intéresse aussi parce que c'est une belle fête d'athlétisme et que voilà, j'ai envie d'essayer ça. Et puis, autre objectif peut-être à plus long terme, forcément, je pense que chaque coureur, chaque trailer a envie de faire un jour un 100 miles. Voilà, essayer d'être performant un jour sur 100 miles, peut-être une fois au moins. En attendant, le but, c'est surtout de se faire plaisir et de continuer ce que j'aime. Ça fait beaucoup de très beaux projets que j'ai hâte de suivre. Est-ce que tu as un conseil, un message que tu aimerais transmettre aux auditeurs, auditrices? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent de toi? Le conseil, c'est prenez votre temps. Il y a un dicton qui dit ça, mais bon, je me souviens plus là maintenant. Mais prenez votre temps. En fait, il faut, et aussi, par contre, celui-là, je sais pas s'il y a de moi, mais vaut mieux une séance de moi qu'une séance de trop. Voilà. Prenez votre temps, soyez régulier dans votre entraînement, faites-vous plaisir, mais ça sert à rien d'en faire trop et de faire le feu d'artifice. Tu vois, moi j'ai envie d'être la petite flamme qui dure longtemps, plutôt que le feu d'artifice qui explose dans un grand bruit, qui fait parler de lui une fois et qui ensuite s'oublie très rapidement. J'aime beaucoup ça comme message. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre les aventures de trail de Thomas Cardin? Les aventures, elles sont pas super fournies sur les réseaux sociaux. Strava en premier lieu pour suivre l'entraînement. C'est peut-être l'endroit où je suis le plus régulier. Dès que je cours, je mets Strava. Donc ça me permettra de voir un peu comment je m'entraîne, les endroits où je m'entraîne. Mine de rien, finalement, c'est toujours au même endroit. Non, mais là, Strava va être intéressant peut-être cet été avec la suivi du voyage en vélo. Et puis Instagram où je suis de plus en plus présent et de moins en moins sur Facebook parce que l'algorithme de Facebook me plaît pas et que je reçois quand je vois le fil d'actualité, ça me plaît, je prends aucun plaisir à le regarder, du coup je passe de plus en plus de temps sur Instagram. Voilà, juste Thomas Cardin sur Instagram et sur Facebook. Ok. Eh ben, je mettrai tous les liens en description de cet épisode. Thomas, on va avoir un petit moment d'échange, toi et moi, réservé aux abonnés Patreon, mais
Au nom de tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici, je te remercie énormément pour ton temps et tes réponses. C'était un plaisir de participer et de discuter avec toi. Voilà, c'est tout pour cette rencontre avec Thomas Cardin. Un grand merci à Thomas pour sa générosité et ses conseils précieux sur l'entraînement, la performance et la gestion de carrière. Thomas est une belle preuve que la clé de la réussite est souvent dans la constance et la persévérance et non dans la précipitation. L'entraînement est un long cheminement et les progrès s'inscrivent sur la durée, comme Thomas nous le rappelle si bien. J'espère que vous avez trouvé cette conversation aussi inspirante que moi et que sa philosophie vous aidera dans vos objectifs sportifs. Je suis certain que Thomas n'a pas fini de nous faire rêver et de relever des défis de haut niveau. N'hésitez pas à le suivre sur ses différents réseaux pour ne rien rater de tout ça. Les liens sont dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.